Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour, amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre la semaine avec une toux. Oui, pas très en forme, mais ça peut aller, Dieu fait grâce. Le week-end a été chargé, peut-être? Oui, plus ou moins chargé, et puis pas très, en tout cas, comme je l'ai dit, pas très en forme, mais bon, Dieu fait grâce, on fait avec. Ça devrait aller. Amen. Allez, on démarre par l'affiche du jour. Laurent Roland, Tony Kess, dossier Frère Onvi, écrit le quotidien. Dossier Frère Onvi, les forces de l'opposition béninoise appellent à la mobilisation. Oui, excusez, j'ai pu voir l'appel à la mobilisation du chargé de la communication du Parti des démocrates qui demande que les gens se mobilisent à la Criette aujourd'hui pour apporter leur soutien à Frère Onvi. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir se mobiliser pour quelqu'un qui a été arrêté. D'ailleurs, dans les conditions dans lesquelles il a été arrêté, qui frisent un peu une certaine exagération, en tout cas, parce que la manière dont il a été arrêté, jusque-là, la partie togolaise ne s'est pas encore prononcée. Est-ce qu'il y a eu une collaboration entre le Bénin et le Togo pour pouvoir l'arrêter? Et à quel moment est-ce que les gens savaient que c'est celui qui a été arrêté, c'est lui qui est Frère Onvi? Moi, je m'amusais à dire il y a quelques jours, et si le vrai Frère Onvi n'était pas celui qui est arrêté? Parce que celui qui a arrêté, peut-être qu'il prête sa voix à un commentaire, peut-être qu'il participe à une équipe de montage, et il coiffe l'équipe et donc il prête sa voix. Mais le vrai frère Onvi peut être quelqu'un qui est très loin de lui et qui lui envoie tout le travail fait. Au-delà de tout, même parfois quand il finit ses chroniques, c'est sûr que c'est quelqu'un qui valide les chroniques, c'est quelqu'un qui apporte les corrections pour dire ce que tu as dit là, il faut corriger, c'est bon. Donc, du coup, je me suis dit, et si celui qui a arrêté n'est pas le frère Onvi? Je crois qu'un journal disait ce matin que les trois options du frère Onvi, c'est soit devant la justice, il plaide non coupable pour dire que ce n'est jamais lui. Parce que quand il a été arrêté, dès les premières informations, en tout cas, on a dit qu'on l'a arrêté avec son téléphone portable. Après, on dit qu'on a eu des téléphones. Bon, quelqu'un qui a été arrêté devant son portail de cette manière où les gens se sont révoltés, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à prendre son ordinateur, par exemple. Et donc, le simple lien qu'on a pu faire, c'est le lien avec de Montaguet, j'oublie son prénom, Roméo, Roméo de Montaguet, et puis Ferriol à Quesson. C'est le lien qu'on a pu faire pour aller le chercher. Et c'est peut-être au niveau de ces gens-là qu'on a pu voir qu'il y a des collaborations avec lui. Donc jusque-là, peut-être qu'on n'a pas encore réussi à prendre son ordinateur pour savoir si véritablement il est le partenaire qui demandait véritablement tout ça à ces deux éléments. Donc il y a déjà ce problème à ce niveau. Et donc il peut plaider non coupable et dit que c'est jamais lui. Et donc, dans ces conditions, ça va être un problème. Bon, maintenant, deuxième option, il peut arriver qu'ils disent oui, que c'est moi. Bon, maintenant, je plaide coupable. Écoutez, c'est pas moi. En fait, c'est les gens qui me demandaient ce service. Et du coup, il y aura peut-être, c'est une parenthèse, en parenthèse, il peut y avoir une situation atténuante. Et là, ceux qui se chargent de son dossier vont se tourner maintenant vers ces informateurs, ces personnes qui lui filent les informations, ces personnes qui peut-être, peu ou prou, je ne sais pas, je n'en sais rien, le payaient pour faire ce travail. Ou alors, carrément, il tient ferme pour finir en martyr. Alors, finir en martyr au Bénin, je le dis, et je l'assume, finir en martyr au Bénin, pour quelle plus-value? C'est le véritable problème que nous avons au Bénin. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, en France, dans d'autres pays pour finir en martyr, c'est qu'il y a une mobilisation spontanée où les gens cotisent de l'argent pour votre famille, les gens prennent en charge votre famille, votre épouse, vos enfants et vos parents dans une certaine mesure. Mais au 229 au Bénin, si vous finissez en martyr, vous finissez en martyr pour qui? Vous finissez en martyr pour des gens qui, malheureusement, appréciez très bien ce que vous faites, mais qui sont incapables de voler à votre secours aujourd'hui. Et donc, l'un dans l'autre, c'est une situation assez compliquée dans laquelle se trouve notre compatriote aujourd'hui. Alors, maintenant, j'ai pu lire aussi Martin Libre qui écrit Frère Onvi enterre-t-il vraiment Antoine? Poser une question si enterre. Voilà, si Frère Onvi enterre la rupture. Et oui, c'est bien clair que Frère Onvi, si c'est celui qui est arrêté qui est Frère Onvi, oui, il enterre véritablement la rupture. Parce que quand vous regardez la qualité des chroniques, le contenu des informations dans la chronique, quand vous regardez tout ce dont, en tout cas, tout ce qu'il faisait, c'est normal que ça ébranle le système. Disons la sensibilité des sujets abordés. La sensibilité des sujets abordés, c'est normal que ça ébranle le système
même un système aussi. Même si le système est plus fort, c'est qu'il y a des informations, quand ça vient sur la place publique, ça vous fragilise. J'imagine combien de fois les gens ont perdu de sommeil, rien qu'à cause de certaines chroniques du frère Rouvi. Parce que quand vous regardez la question des sujets sur les drogues, quand il évoquait, avec les indications précises. En tout cas, les gens, moi j'ai pu lire quelqu'un qui vous dit que ce qu'il dit, tout ce qui c'est vrai, mais il donnait des indications. Il donnait des numéros. Il donnait en tout cas des orientations. Quelqu'un qui est comme ça et que personne n'a pu remettre en cause tout ce qu'il a dit jusque-là, il y a matière à se poser des questions. C'est sûrement autant de raisons pour lesquelles il sera présenté donc au procureur spécial de la Criette ce matin. Oui, donc du coup, moi je... Pour répondre de tout cela. Oui, mais il va répondre. Et oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que celui qui est arrêté, c'est vraiment le frère Rouvi? On le saura, les enquêtes se poursuivent. Oui, celui qui porte la peau, on a entendu la voix de quelqu'un. Peut-être qu'il y a un autre commanditaire derrière. Donc, voilà, donc on a écouté quelqu'un, on a l'habitude d'écouter une voix. Peut-être que c'est la voix qu'on a arrêtée. Mais au-delà de la voix, il y a peut-être toute une équipe. Et donc, est-ce que véritablement, est-ce que après l'arrestation de Steve Amoussou, alias Frère Rouvi, parce que c'est grâce à Martin Rodriguez qu'on a su que Frère Rouvi s'appelle Steve Amoussou. Sinon, personne ne le savait. C'est un jeune, je l'ai dit vendredi dernier, que je connais très bien à Lédio Abouin-Kalavi, mais je ne pouvais jamais imaginer. J'étais à milieu de dimanche que celui qui sait. Donc, si ce n'était pas Martin Rodriguez, est-ce que vous saviez que c'est un Steve Amoussou qui était un Frère Rouvi? Donc, l'un dans l'autre, s'il y a matière à se poser des questions. Maintenant, au-delà de ça, moi, je pense que la gestion de ce dossier du frère Rouvi, en tout cas de Steve Amoussou, soit la justice gère ça et ça renforce le pouvoir en place ou ça fragilise le pouvoir en place. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quoi? Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, le monsieur est arrêté. Pour certains, c'est qu'il est arrêté pour ses opinions. C'est vrai qu'on dira qu'il est allé plus loin dans ses opinions, mais la manière dont on le traite, si par exemple quelque chose lui arrivait de grave, ce n'est pas bon pour le pouvoir en place. C'est vrai qu'on me dira que mais on s'en fout, que ça peut arriver. Mais si quelque chose de grave lui arrivait, ce n'est pas bon pour le système en place. Peut-être qu'il faut rester purement dans le cadre judiciaire, peut-être lui coller une peine, le mettre en prison, et ainsi de suite. Mais j'estime aussi une chose. Vous savez, les deux premières personnes qui ont été arrêtées dans ce dossier, première information, en tout cas, ce que nous avons lu, et puis quelques informations que moi j'ai pu glaner en appelant certaines personnes, ils sont poursuivis pour cybercriminalité. Oui, les deux premières personnes. Oui. Donc cela suppose que quoi? Face à la pression des opposants et la pression populaire, les débats, en tout cas les discussions qui vont, les commentaires qui vont dans tous les sens, les gens peuvent requalifier la peine de Steve Amoussou et dire qu'en réalité, il n'est pas poursuivi pour ce qu'on lui reprend pour ses chroniques, mais qu'il est poursuivi pour association pour cybercriminalité. C'est tout le problème, le danger dans cette affaire. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver aujourd'hui où, devant le juge, on dit que ce n'est même pas pour ses chroniques qu'on l'a interpellé, mais parce qu'on a interpellé deux éléments pour cybercriminalité. Il se fait que... lesquels il collaborait. Et qu'avec les deux, il collaborait avec ces deux personnes. On n'a pas réussi à avoir son ordinateur parce que vous souvenez, je donnerai l'exemple de ceux du frère à un de nos collègues ici qui a été arrêté sur un lieu dans une buvette avec d'autres jeunes qui étaient célébrés un anniversaire, les cybercriminels. Il a été arrêté, on l'a mis en prison. Et puis, on a vu sur son portable peut-être, je crois, l'application de crypto-monnaie. On lui a dit de donner le mot de passe. Il n'avait pas le mot de passe parce que quelqu'un qui lui avait installé ça, il a oublié. Mais il est resté en prison pratiquement de juillet, août, septembre jusqu'à octobre. Alors qu'il était enseignant, il n'a pas commencé les classes avec les enfants. C'est en novembre que finalement on a dit qu'il n'y a pas de preuves, on l'a libéré. Donc, l'un dans l'autre, c'est-à-dire, il faut faire très attention. Et donc, les démocrates, les opposants qui prennent la parole, écoutez, reprenez Apollinaire Avoyon, qui fait partie des premières personnes à se prononcer sur le sujet frère Rouvi. Mais vous allez voir que quelques heures après, lui-même, il a été interpellé, on a pris son passeport, on a pris son portable, et puis on l'a trimballé un peu dans la ville de Cotonou avant de lui remettre ses pièces, et son portable et son passeport. Donc, il y a aussi une volonté de pouvoir taire toute personne qui voudra peut-être prendre position pour frère Rouvi et se pencher de ce côté. Moi, je dis que ça ne devrait pas décourager de toute façon. En tout cas, ceux qui nous concernent, nous allons le dire, je n'ai rien à voir avec ce système. Et autant des acteurs politiques qui sont autour de ce jeune qui prennent fait cause pour lui, qui les défendent, c'est des gens que je connais très bien. Mais j'estime que dans une certaine mesure, nous devons commencer par faire très attention. Très attention parce qu'il a pris un risque énorme de se retrouver à Lomé. Le risque énorme, c'est qu'aujourd'hui,
seuls ils se retrouvent, c'est vrai que les gens resteront aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, pour dénoncer, pour appeler à les libérer, pour demander aux gens de se mobiliser. Mais qui parmi eux peut aller offrir sa poitrine? Qui parmi eux peut le faire, prendre ce risque? Et ça interpelle plus d'un. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons faire très attention. Moi, j'ai suivi il y a quelques jours un reportage, un documentaire ou un magazine sur YouTube, sur le Rwanda. C'est intitulé Rwanda Classified. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à le suivre. Rwanda Classified. Il y a que quand on veut affronter un régime, on fait très attention, on protège, on se protège, on protège sa vie. Vous savez, où que vous soyez dans le monde, même si vous êtes opposant, vous parlez, les gens sont capables d'aller vous traquer même là où vous êtes pour vous neutraliser. Donc j'estime que dans tout ce que les gens font, surtout les jeunes, parce que vous savez, quand vous prenez certains acteurs politiques qui sont de l'opposition, qui sont en exil, ils ont les moyens de se protéger. Mais vous et moi, quand nous quittons le Bénin, quels moyens avons-nous pour nous protéger? Donc, autant de jeunes qui sont hors du Bénin, qui malheureusement prennent position, oui, qui dénoncent l'état du gouvernement, je leur demande ce matin, protégez-vous, parce que vous n'êtes jamais fort plus qu'un régime. Allez, Dynamisme Info, sur le même sujet, vous l'évoquez, hein, parler donc des 3 options du frère Rumvi, mais écrit également à son oreille droite, kidnapping, enlèvement, des formes d'interpellation, de plus en plus de règles. Oui, j'ai pu lire à la une d'un journal que l'interpellation de frère Rumvi conforme... Oui, Ronumbo, selon eh bien, on va dire quoi, une personne ressource donc interrogée par Ronumbo, cette interpellation serait conforme à la loi. Voilà, on va retrouver la lune, justement, c'est ça, c'est Ronumbo, ça s'affiche. Comment on peut dire cette forme d'interpellation? L'arrestation du frère Rumvi, conforme à la loi, dixit Apollinaire Akutoji, diplômé de l'ENAM à l'université d'Abomey, Calavi. Oui, vous savez, dans ces dossiers, chacun veut parler pour soit se retrouver du côté de l'un ou de l'autre. Et donc, dire que cette forme d'interpellation... Après, je ne vous coupe pas, mais vous savez qu'on n'a pas tous les détails par rapport à cette opération. Oui, c'est ce que je vous dis. Jusque-là, jusque-là, on n'a pas eu la réaction de la partie togolaise. On n'a pas réagi officiellement. Si, voilà. tel que ça a été décrit, si c'est de cette manière... Voilà. Parce que celui qui s'est prononcé... Vous faites bien de mettre le si. Oui, celui qui s'est prononcé, est-ce qu'il a eu les derniers détails? Est-ce qu'il est du côté de la justice? Il faut croire que oui. Bon, d'accord. Enfin, il faut supposer que oui. Si il y a une collaboration avec la partie togolaise, je peux dire oui, c'est conforme. Mais dans le cas où, tel qu'on a décrit, si ce n'est que ça, en rien ce n'est conforme à la loi. Parce que cette manière de faire, ce n'est pas, ça s'assimile à un État voyou, malheureusement. Et le chef de l'État, Patrice Talon, en venant au pouvoir, avant de devenir au pouvoir, déplorait le fait que le Bénin devienne un État voyou. Et donc, quand on dénonce ça et qu'on déplore ça, on ne vient pas au pouvoir pour avoir des méthodes de voyous. J'estime que sur le plan, ce n'est que le point qu'on a reçu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Tout le monde dit, d'abord, Rodriguez a parlé de 4x4, après on parle de pick-up, et puis après on parle de plaque bleue. Et toutes les personnes qui étaient là, personne n'est en mesure de relever le numéro d'immatriculation jusque-là. Ce sont des éléments justement qui donnent à s'interroger sur la véracité de tout ce qui se raconte. C'est devenu un mythe. Parce que tous ceux qui étaient là et qui ont voulu riposter, se révolter pour empêcher qu'on amène Steve Amosu, toutes ces personnes, personne parmi elles n'a réussi à écrire l'immatriculation du véhicule en question. Ça laisse des doutes. Ça laisse des doutes. Et pourquoi je dis aux gens, n'allez pas sur le dossier n'importe comment. Portez des gants. Et même si vous y allez, assumez ce que vous allez dire. En tout cas, tout ce que moi je dis, je le dis clairement, nous devons faire très attention par rapport à ce dossier parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce dossier. Et puis, le compatriote, je le dis, j'insiste sur le fait qu'il sera seul devant la justice. On va lui prendre des avocats. Mais on a pu prendre des avocats. Ricky Amadouga a eu des avocats. On lui a collé 20 ans. Joël Ivo a eu des avocats, on lui a collé 10 ans. Vous imaginez un peu. Et donc, le problème, c'est assez sérieux. Et puis, quand Rumvi faisait, quelqu'un a fait une analyse hier que j'ai beaucoup appréciée. Quand Rumvi faisait ses chroniques, en dehors des autres prisonniers, entre politiques ou détenus politiques, du fait des intrigues politiques, il remerciait, il faisait mention spéciale à Ricky Amadougo, Joël Ivo, mais à Thibaut Ogou. Et Thibaut Ogou, en réalité, est sorti de prison il y a quelques jours. La première sortie, intervention de
Thibaut Ogou, vous allez voir, il était très dur face au régime. Quelques jours après, il est revenu, il était très modéré. Posons-nous les vraies questions. Quels ont été les schémas pour arriver à interpeller le juge Steve Amoussou, alias Frère Onvi? Posons une vraie question. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Est-ce que ce n'est pas une question de trahison dans leur propre sein? Est-ce que Parce que quand on arrive à identifier quelqu'un qui, pendant 8 ans, a dérangé un système aussi banalement, c'est aussi banal, hein, cette manière d'interpeller. Et moi, quelqu'un disait, est-ce qu'au Togo, c'est facile qu'on aime? Moi, il y a l'année passée, jusqu'à la fin, en tout cas à la mi de cette année, j'étais pratiquement à Lomé chaque semaine, ou même parfois tous les 2 j'étais à Lomé, pas pour des dossiers politiques. D'ailleurs, je sais qu'ils ont toujours tracé tout ça. Je n'ai rien à voir avec un opérateur politique. Ils sont nombreux à venir à Lomé. Je sais, ils savent avec qui ils ont des contacts. Moi, j'allais pour des affaires privées. Mais il est arrivé que j'ai été interpellé un jour par un officier de police du Togo. J'ai souri le jour-là. Pour vous dire quoi? Le Togo, attention, ceux qui sont là-bas et qui pensent qu'ils sont en sécurité, ils n'ont qu'à se protéger. À condition que la partie togolaise sécurise davantage le pays pour protéger ceux qui sont là-bas, qui se réclament de l'opposition ou qui se réclament être exilés politiques. C'est très important pour leur vie. En attendant, en tout cas, donc, Steve Amoussou, alias Frère Onvi, sera présenté au procureur spécial de la Criette ce matin. Info Matin écrit, Laurent, interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, et si Talon, enfin, extirpait les taupes de ses rangs. Oui, moi je l'ai dit vendredi. Le problème pour moi, ce n'est pas Steve Amoussou, alias Frère Onvi. Le problème, c'est ceux qui sont... Il faut bien qu'il y en ait pour lui donner des informations. Oui, au sein de la machine. Du coup, parce que les informations... Enfin, au cœur de la machine. Je le dis encore parce que quelqu'un est interpellé pour dire, mais est-ce que tout ce qu'il disait, qu'est-ce qui prouve que c'était vrai? Mais écoutez, quand le monsieur donne des informations avec des précisions, même si ce n'est pas vrai, il donne des précisions, j'ai dit tout à l'heure, des orientations, des localisations, des numéros. Il donne des dates. Et si ces informations étaient vérifiées, cela suppose qu'il y a des gens en interne qui lui donnent les vraies informations. Parce que ce n'est pas Martin Rodriguez des États-Unis qui peut facilement avoir accès à ces informations. Parce qu'il n'est pas dans le système. Et ces informations, parfois, qui, en tout cas, devraient être des informations du noyau dur. Ce n'est pas Valentin qui pourrait avoir aussi accès à certaines informations comme ça. Cela suppose que peut-être Martin Rodriguez a des gens au sein de la machine qui lui donnent des informations, qui peut-être peut les relayer, en tout cas envoyer vers Frère Onvi. Ou bien c'est Valentin qui a des informations parce qu'ayant été ministre de la Justice, garde des Sceaux, député, tout ça là, il a peut-être accès à certaines personnes dans le système. Parce qu'au-delà de tout, je le dis, hein, et je le dis parce que je crois qu'avec l'affaire de Frère Onvi maintenant, les gens peuvent me donner raison. Patrice Talon doit pouvoir se réveiller et se rendre compte que s'il pense qu'il a discipliné tous les acteurs politiques, ils font semblant d'être disciplinés et soumis. Le moment arrive où ils vont lui montrer qu'ils n'ont pas changé. En tout cas, leur nature n'a pas changé. C'est peut-être qu'ils ont changé en fonction des circonstances, craignant les représailles. Je le dis toujours, je le dis encore ce matin. Il y a beaucoup pas mieux. Quand vous les voyez à la télé prendre la parole, ils sont les bons, fidèles, loyaux serviteurs de Patrice Talon. Mais allez les voir en privé. Vous vous rendez compte que c'est des gens qui sont aussi fatigués d'un certain nombre de choses et qui vous disent clairement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je ne veux pas des histoires, plata. Donc, il y en a celles de ces personnes-là qui peuvent être avec vous, mais filer les vraies informations à vos détracteurs, et c'est bien dommage. Donc, est-ce qu'il réussira? Même si aujourd'hui on dit que des gens sont ciblés dans une certaine mesure, oui, ces personnes seront interpellées, mais il revient au chef de l'État de véritablement se remettre en cause pour dire, si tant est que, en tout cas, il y a des gens qui sont proches de moi, qui peuvent livrer des informations à mes détracteurs, il y a peut-être matière à se poser la question, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma gouvernance? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma relation avec mes proches, mes collaborateurs, ceux qui sont autour de moi? Il y a matière à se remettre en cause. Et je crois que, une fois encore, je le dis, à la fin, en 2026, c'est lui qui sera célébré ou hué par la population. Et donc, s'il ne veut pas être hué et qu'il veut vraiment être célébré, il a encore quelques mois pour se remettre, en tout cas sur les rails dans une certaine mesure. Et puis, question de code électoral, question d'élections, transparence des élections bien organisées, autant de dispositions. Il faut véritablement écouter le peuple qui parle, qui crie depuis 2016, mais qu'on fait
qu'on feint d'oublier et de ne pas écouter, ce n'est pas bien. Allez, Laurent Roland Toninquès, dans un autre registre à présent, avec Info Matin, on va lire reprise du chargement du pétrole nigérien à Semenkoji. Les lignes bougent sur l'axe Cotonou-Niamey. Oui, déjà que nous avons notre ambassadeur qui a été là-bas, qui a présenté ses copies figurées au ministre des Affaires étrangères du Niger. Et déjà, c'était un bon début de dégel de la crise entre le Bénin et le Niger. Et puis, le Niger qui avait annoncé envoyer bientôt un nouvel ambassadeur au Bénin, c'est déjà une très bonne information, en tout cas, que nous avions partagée ici. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la dernière sortie du général Tiani au Niger, il y a nécessité pour, comment vous appelez, nos gouvernants de pouvoir se remettre en cause. Je l'ai toujours dit, si tout ce que Tiani a dit, s'il y a des choses vérifiées dedans, il y a matière pour le Bénin de pouvoir voir, en tout cas, de réfléchir à comment calmer la partie nigérienne pour dire, écoutez, oui, des choses comme ça sont passées, mais voilà, nous pensons que nous ne sommes plus sur cette lignée, ou bien cette ligne-là, dans cette vision-là. Ou alors, oui, ça ne s'est jamais passé, mais voilà les informations dont nous disposons. Et donc, quand on fait ça, on rassure beaucoup plus la partie nigérienne. Et je l'ai dit, les gens sont souvent dans l'émotion, critiquent le général Tiani, insultent les Nigériens comme ils veulent, parce que je sais que certains parmi eux doivent le faire pour justifier leur imagement à la fin du mois. Mais je pense que quand on parle de deux pays, on porte des gants, on fait très attention. Parce que dans la question du transport du pétrole brut par le Bénin gagne beaucoup d'argent. Certains diront que c'est combien d'argent, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que cette somme que nous gagnons par mois avec le Niger, quand on va charger chaque fois le produit pétrole brut du Niger, ça peut contribuer à créer des centres de santé dans certains arrondissements, ça peut contribuer à créer, à construire des modules de classe pour nos enfants qui en manquent de façon, en tout cas, importante dans certaines localités. Ça peut contribuer à aménager des pistes rurales. Quand vous avez la campagne cotonnière, vous allez dans certaines localités, les camions ont du mal à circuler parce que les voies ne sont pas pour autant en bon état. C'est vrai que le chef de l'État a promis que d'ici 2026, avant qu'il ne parte, toutes les communes seront reliées par le bitume. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu régler tout ça? C'est autant de choses sur lesquelles nous devons nous pencher pour dire la meilleure option, c'est d'avoir un discours d'accalmie, de diplomatie, en tout cas pacifique, de sorte à ce que la partie nigérienne ne décide pas de couper ce transport du pétrole brut par ici, qui pourrait nous rapporter des devises. Et au-delà de tout, vous savez, avec ce pétrole brut, on peut décider aujourd'hui au Bénin, compte tenu de notre proximité, en tout cas de la mer que nous avons aujourd'hui, on peut décider d'avoir une raffinerie, on peut avoir un certain nombre de choses. Et puis, ça peut aider le Niger, parce que si nous avons une raffinerie et qu'on peut acheter le pétrole du Niger pour raffiner ici, on peut vendre au Togo à côté, on peut être indépendant du point de vue des produits pétroliers. Ça va beaucoup contribuer à notre développement, en tout cas à notre essor économique, ça va contribuer au développement du Bénin. Donc l'un dans l'autre, il ne faut jamais minimiser les rapports avec les autres, ce qu'on ne pouvons gagner. Et je pense, et pour finir, que oui, c'est une bonne chose de savoir que oui, on a peut-être des regains d'espoir que le pétrole va commencer par transiter au Bénin. Ça va, parce que quand ça va passer par le Tchad, c'est le Tchad qui va gagner l'argent, ce n'est pas le Bénin. Nous avons un pays où nous avons dit que c'est un pays essentiellement fiscal. Et oui, c'est vrai qu'il y a une amorce de développement qu'on peut observer aujourd'hui, mais il y a nécessité pour nous de toujours chercher l'argent de tous les côtés pour construire notre économie et construire notre pays. Une lueur d'espoir, forcément. Oui, c'est une lueur d'espoir. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une réouverture des frontières avant. Oui, de toute façon. La reprise du chargement du pétrole. Nous sommes dans une situation maintenant où il ne faut pas forcer la main au Niger. En fait, c'est le fait de vouloir forcer la main au Niger qui fait que parfois les gens se disent mais pourquoi vous êtes pressés? Donc, il faut alors oublier tout ce dossier de fermeture des frontières, aller au rythme de la partie nigérienne. Parce que si vous dites, parce que ce n'est pas moi qui le dis, on a pu voir des soutiens du gouvernement dire que nous ne gagnons rien avec le Niger et que d'ailleurs même ils n'ont qu'à rester là-bas, faire les frontières, il faut aimer le bénéfice. D'accord, si nous ne gagnons rien avec eux, donc pourquoi on est pressé de leur dire d'ouvrir d'abord les frontières. Donc il vaut mieux aller au rythme du Niger,
Quand ils auront l'assurance nécessaire, ils peuvent aller à leur rythme. Parce que nous avons beaucoup à gagner avec eux. Et eux aussi, ils ont beaucoup à gagner avec nous. Parce que quand les choses vont circuler par ici, ça leur permet d'avoir des ressources, tout ça là. Et d'ailleurs, Tiani qui a changé son ministre du pétrole, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, il a changé, il a fait un remaniement technique, il a changé son ministre du pétrole. Donc, c'est peut-être dans la vision normale des choses que ça se passe. Et j'estime qu'il ne faut pas leur mettre la pression. Aller dans tous les sens, mettre la pression, les traiter de tous les noms, ça va contribuer à aggraver la situation. Je pense qu'il faut aller maintenant à leur rythme. S'ils veulent commencer par faire transiter, continuer à faire transiter le pétrole par le Bénin, on y va. Et puis après, étape par étape, d'assurance en assurance, ils vont ouvrir les frontières. Les populations seront assez contentes, en tout cas du côté Niger ou côté Bénin, les gens seront assez contents et les échanges commerciaux vont reprendre de plus belle. Le plus important, c'est de continuer à les rassurer pour dire le Bénin n'est pas là pour vous déstabiliser, le Bénin n'est pas là pour vous faire mal. Écoutez, nous sommes frères, nous pouvons aller ensemble, nous pouvons faire quelque chose. C'est seulement ce discours qui va rassurer et qui va ramener la paix et la reprise des activités entre les deux pays. Il y a une autre bonne nouvelle à la une des quotidiens ce matin, Soleil Levant notamment. Bénin, interdiction de l'exportation des produits vivriers hors du territoire national. Le prix du kilogramme de maïs redescend à 200 francs CFA, à la grande satisfaction des Béninois, fruit de l'action gouvernementale. Laurent. Oui, bon, est-ce qu'on dira fruit de l'action gouvernementale? C'est vrai qu'on dira que les frontières avaient été fermées, on avait empêché le maïs de sortir du territoire national. Les mesures ont été prises dans ce sens. Les mesures ont été prises dans ce sens. C'est une bonne nouvelle. Bon, fort heureusement, si le maïs, le prix a baissé, ça veut dire que les poulets sont tous morts, peut-être au Bénin. Non, on ne va pas revenir sur ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Oui, mais on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on ne s'entendra pas. Parce qu'on ne s'entendra pas. Le gouvernement avait pris des mesures, mais c'était un membre influent du gouvernement qui a dit que c'est les poulets. Non, il n'est pas du gouvernement. Il n'est pas du gouvernement? Non. Son parti soutient qui? Il n'est pas du gouvernement. Vous connaissez son histoire, son parcours politique? Vous savez mieux que moi. Vous savez qu'il n'est pas du gouvernement. Il n'est pas du gouvernement, non? On ne peut pas dire que c'est un membre du gouvernement qui l'a dit. Il n'est pas vous avez fait un lapsus. Je vous le conseille. Ce n'est pas lapsus. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas lapsus. Vous avez dit qu'il n'est pas du gouvernement, non? Ben oui. C'est dans quel cadre il a parlé? Il a parlé, vous voulez dire que c'est en rapport avec les redditions de comptes? Dans le cadre de reddition de comptes, on a appelé ça quoi? On peut évoluer, Laurent. On a appelé ça tournée gouvernementale de reddition de comptes. Oui. Donc, même s'il n'est pas le gouvernement, c'est qu'il est comptable du gouvernement. Cela ne fait pas de lui un membre du gouvernement. C'est comme si vous me disiez qu'un chef d'arrondissement qui prend la parole au détour il appartient à un régime. D'une tournée est un membre du gouvernement. Non, il est pas membre du gouvernement. Être membre du gouvernement ne veut pas dire nécessairement être ministre. De toute façon, ne tirons... Voilà, on va aller ailleurs. On va s'intéresser à des choses plus sérieuses. Le kilo du maïs aujourd'hui à 200 francs CFA. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que moi, j'ai pu voir, oui, il y a la semaine dernière, mon épouse devait aller chercher du maïs et m'informer que le prix est revenu à la baisse. Revenu à la baisse. Et donc, voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça ramène, du gouvernement. Ça ramène la joie chez les femmes parce que quand vous avez l'habitude de donner... Et chez les hommes aussi parce que, allez, on saigne moins des poches. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a moins de colère pour quand la femme prend l'argent et n'est pas satisfaite de ce que vous lui donnez pour faire le marché et que parfois elle boude. Vous savez, ça vous déstabilise, ça vous met dans tous vos états, dans l'un dans l'autre. Non, c'est les mesures du gouvernement, oui, c'est une bonne chose parce que quand on intercepte, on empêche la sortie des produits du territoire et on participe à la redistribution de ces matières premières, ces produits vivriers au plan national. Oui, si la demande n'est pas forte à l'extérieur et que les gens n'ont pas assez à vendre ça hors du territoire national, oui, forcément, la demande étant faible, c'est la loi du marché, hein, le prix baisse. Mais si la demande est forte, le prix augmente. Donc, l'un dans l'autre, c'est ça. Et je crois que quand on finit de dire ça et qu'on fait ça, c'est une bonne chose. Et il faut maintenant appuyer les producteurs locaux, ceux qui font du maïs, les accompagner. C'est vrai que le gouvernement avait annoncé la mise en place. D'ailleurs, qu'on est en train de faire finir une saison. Hein. Moi, j'ai pu voir il y a le, comment on appelle, Badé, hein? Badé, vous savez comment, bon, je ne sais pas si vous avez grandi dans un... Non. Bon, vous avez grandi à Cotonou. Je suis à Cotonou. Quand il y a une nouvelle saison qui finit, le nouveau maïs qui, dans les champs qu'on récolte, on appelle ça le badé. Donc c'est justement ça aussi qui a peut-être permis à ce qu'aujourd'hui, on parle du baisse du prix du maïs. Parce que au moins dans toute ma zone, moi j'ai vu les gens faire du maïs, ils ont déjà récolté. Donc quand ils récoltent, c'est pour aller vendre, pas pour manger tout. Donc c'est peut-être ça qui justifie le fait que le prix a baissé. Ce n'est pas forcément toutes les mesures du gouvernement. Je vous voyais venir, Laurent. Je vous voyais venir. Et bon, enfin...
Vous faites une fois de plus du Laurent, mais bon, mais ça va. il faut toujours Ça apprécier va, le on fait le prend. que... Non, attendez, j'ai pas fini. D'accord, Il faut finissez. apprécier le fait que le gouvernement avait prévu donner du maïs à haut rendement aux producteurs. Justement. Donc, au oui. début de la campagne, donc ça a contribué. Il faut croire que... Oui, Voilà, donc, oui, l'un dans l'autre. Ouais, vous rejoignez finalement. Allez, Dynamisme vous Info. Vous voulez toujours me voir sur un terrain de propagande. Dynamisme Info. Je ne me retrouve pas dedans. Dynamisme J'apprécie Info. ce qui est fait à juste titre. Oui, maïs à haut rendement donné, accompagnement des producteurs et des milliards mis à la diffusion des producteurs. Il faut aller plus loin. Ça, il faut apprécier au-delà de tout. Mais il faut aussi féliciter les producteurs qui sont échinés, des gens qui ont utilisé la roue sans matériel agricole moderne. Donc, l'un dans l'autre. Le laurier revient à tout le monde. À tout le monde. Hein. Allez, bientôt la rentrée des classes. Laurent Roland, Tony Inkes, Dynamisme Info estime que c'est une préparation très difficile pour les parents. Oui, difficile. Difficile et difficile. Pour le parent que je suis, je dis c'est difficile. C'est difficile quand vous regardez tout ce que vous avez devant vous, quand vous regardez ce que vous endurez au quotidien, quand vous regardez la difficulté d'avoir des ressources dans ce pays quand vous travaillez, quand vous regardez, vous rendez compte qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, d'opportunités pour autant pour vous permettre d'avoir les moyens, c'est difficile pour les parents. On ne peut que encourager les parents. Et je dis une chose ce matin, moi, plaise à Dieu, Dieu me fera grâce certainement d'avoir les moyens. J'ai confiance en Dieu, je sais que seulement j'avais manqué chaque année. Mais il y a des parents qui n'auront pas les moyens. Je voudrais interpeller toutes ces personnes qui ont un peu de moyens. Je le dis encore ce matin, regardez autour de vous. Achetez des sacs, des cahiers, des bics, des ardoises. Allez donner à ces enfants que vous voyez autour de vous. Il y a un enfant quelque part qui attend juste un cahier 100 pages, un cahier 50 pages, un stylo. Il faut le faire. Moi, dans mon église, chaque année, on donne des fournitures. L'année passée, on a donné des fournitures à pratiquement 150 enfants. Cette année, encore, on a lancé la campagne Entre fidèles. On se cotise et on assiste les plus démunis de l'église. Et même des gens, si vous êtes allé venir à l'église, vous avez des parents qui sont démunis, vous amenez les enfants, vous les inscrivez. Et puis après, le jour de la distribution de fournitures, on leur donne les cahiers, les sacs, les bics, tout cela. Donc, j'estime qu'il y a même des gens pour qui on a négocié des bourses, ceux qui sont au collège ou bien dans les universités. J'estime que toute personne qui a un peu de moyens aujourd'hui, ce n'est pas avoir de l'argent, être riche, ce n'est pas avoir milliards dans son compte. Si vous pouvez acheter fourniture pour 10 000 francs pour un enfant, ou 5 000 francs, moi, vous allez au primaire jusqu'au CM2, à peine 5 000, 6 000, vous avez dépensé déjà pour acheter les cahiers pour l'enfant. Donc, il faut le faire. Acheter un livre pour les enfants, je donnerai toujours mon exemple. Un livre de physique qui m'a été offert en 4e m'a permis d'avoir 17 de moyenne en physique en 4e. Donc, un livre que vous pouvez donner à un enfant aujourd'hui, faites-le. Si vous avez un salaire et que vous pouvez acheter des cahiers pour 5 000 francs pour un enfant, comme temps, faites-le. Si vous pouvez acheter un livre de physique, un livre de mathématiques, un livre d'anglais, d'allemand, d'espagnol, pourquoi pas. Et si vous avez des enfants qui ne sont plus dans les collèges, dans les écoles, qui ne vont plus à l'école, et que vous avez des livres, faites le point de ces livres-là. Questionnez les gens autour de vous. Donnez ces livres à ces enfants. Parce que véritablement, les gens souffrent. Et les gens souffrent. Beaucoup meurent en silence. Beaucoup meurent en silence. Beaucoup sont là, sont obligés de déscolariser les enfants. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc faites le nécessaire. C'est très important. On va finir par ceci très rapidement. Laurent Roland, Tony Inkes, l'honorable Victor Tokpanou était sur les ondes d'une radio ce week-end, s'exprimant par rapport à la lutte contre le terrorisme et estimant que le Bénin fait ce qu'il peut en la matière. Le Bénin d'ailleurs qui est soutenu donc en cette matière par les États-Unis qui offrent eh bien, des équipements à l'armée béninoise, Laurent. Oui, l'armée béninoise fait ce qu'il peut, et ça c'est vrai, parce que nous ne sommes peut-être pas bien équipés, nous n'étions peut-être pas bien équipés, mais aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui volent le secours du Bénin, la France, les États-Unis et autres qui volent le secours, l'Allemagne qui vole le secours du Bénin, qui donne des matériels au Bénin pour pouvoir contrer les velléités des terroristes. Donc oui, avec ces moyens, le gouvernement peut continuer, en tout cas l'armée béninoise peut continuer à faire ce qu'elle peut. Et on ne peut qu'encourager les forces de l'ordre. Je dis toujours, pour moi, l'armée a félicité, je félicite les soldats sur le terrain. Je ne parle pas des hauts gradés. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est moi. Les hauts gradés sont ceux qui définissent la stratégie, Laurent. Qui sont dans les bureaux climatisés. Il n'y a pas d'opération sans stratégie. Oui, mais même s'ils sont dans les bureaux, il n'y a pas d'opération sans stratégie, sans mise. Dans d'autres pays, les hauts gradés aussi vont au front. Oui, c'est un choix. Parce qu'on parle de la défense de la patrie. Oui.
vous voyez quand vous faites-moi le point des militaires morts au front. Est-ce que vous avez cité un jour un général ou un colonel? Vous imaginez si on envoie nos colonels et généraux Ils sont nombreux. sur le terrain, pas sur le terrain, on va pas sur le débat. Qui pour travailler justement en arrière-plan pour mettre en place les stratégies, Laurent? Je dis une chose. Les soldats sur le terrain, il faut leur donner beaucoup plus de moyens. Non seulement de moyens, mais il faut beaucoup plus les motiver. Il faut les féliciter, les encourager au quotidien. Les grader, d'accord, vous êtes à Cotonou dans vos bureaux climatisés, des véhicules bien climatisés, d'accord. Mais je pense que au-delà de la stratégie que vous définissez à Cotonou, essayez d'envoyer plus de moyens à ces gens-là. Vous savez, même, je parle de la rentrée, il n'y en a pas mieux qui sont au front. Le salaire, on sait ce que ça veut dire. Ils sont à Kandi, ils sont à Natitengou, ils sont à Perret, ils sont à Sapanpenko, par exemple. Ils sont à Malanville, ils sont à Karimama. Et au quotidien, ils sont là-bas. Et pour venir là-bas, quitter là-bas pour venir au Bénin, au sud du Bénin, au moins une fois par semaine ou par quinzaine pour aller voir les familles, c'est peut-être 15 000, 20 000 francs dépensés. Quand ils font la somme à la fin du mois, après, avec les primes qu'ils ont, il ne reste pas grand-chose. Donc, je pense même que si l'État peut même faire, et c'est une proposition que je fais, tous ces soldats qui sont au front, et si on trouvait les moyens de rendre gratuite la scolarité des enfants et de donner des fournitures à tous leurs enfants. Et surtout, n'oubliez pas les soldats morts au front. Je vous en prie, ne les oubliez pas. Parce qu'on sait que quand les gens meurent automatiquement, on dit on va prendre en charge, on prend en charge pendant 1 an, 2 ans, et puis après, on les transforme en mendiants. Et c'est qui doit passer de caserne en caserne pour dire je suis la femme de tel, je ces enfants, aidez-nous. Non. Je pense que si le gouvernement peut le faire, il y a des partenaires au plan mondial. Hein. Vous allez au niveau de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, ces structures peuvent vous accompagner quand vous allez demander à donner des fournitures aux enfants des soldats sur le terrain. Ça peut marcher. C'est vrai qu'on a vu quand même au détour, hein, si je ne m'abuse, du défilé du 1er août, le gouvernement a honoré ces soldats donc, démobilisés, qui étaient sur le terrain et qui sont rentrés entre-temps, qui avaient d'ailleurs leur pavis à part. Voilà. Donc c'est une manière aussi de leur rendre hommage. Oui, c'est très important, mais je crois que ce que je propose, si le gouvernement peut aussi faire ça, parce qu'ils sont, je le dis, ils sont au front pour défendre la patrie. Et défendre la patrie, parfois on perd sa vie. C'est au risque de sa vie. C'est au risque de sa vie. Et donc comme ça, en amont, en aval, pardon, qu'est-ce que nous faisons pour les encourager, pour dire oui, rassurez-vous, même si vous perdez votre vie au nom de la patrie, on peut toujours assurer vos arrières. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Tony Kies.